bien, bonjour à tous et merci beaucoup d'être là. Alors avant tout, je voudrais vous dire qu'on est ravis, d'abord ravis de pouvoir parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, la transition énergétique et plus spécifiquement la rénovation énergétique. Et puis surtout, on est ravis de vous voir ici physiquement. Ça fait un moment qu'on n'a pas pu tenir des points presse physiquement, près d'un an. C'est le signe que la vie normale commence à reprendre. Permettez-moi de vous présenter les intervenants. Alice Monet, qui est responsable des relations institutionnelles chez Texial. Jean-Dominique Masseron, directeur réglementaire de Texial. Et moi-même, Jean-Baptiste Devalland, directeur général. Alors peut-être une petite règle, parce que certains d'entre vous sont à distance, en visio. Donc si vous le voulez bien, on prendra les questions après la présentation et on prendra tout le temps qu'il faut pour échanger, évidemment. Alors pour entrer dans le vif du sujet, on a souhaité ce point presse sur la rénovation énergétique à un moment où l'urgence climatique est vraiment une réalité. On le vit tous les jours. Là, on va avoir un petit peu chaud encore aujourd'hui. Puis les rapports alarmants tombent les uns après les autres. À un moment donné aussi où la transition énergétique est un enjeu national. Le plan climat avait fixé un cap, le cap de la neutralité carbone à atteindre en 2050. Et en ce moment, les pouvoirs publics sont engagés à élaborer un nouveau dispositif pour accélérer encore la transition énergétique et puis atteindre ce cap. Alors, on voit que c'est en ce moment que beaucoup de choses se jouent. Hein. C'est cette semaine que la loi climat et résilience est revue en séance plénière au Sénat. Donc, on est vraiment à un moment charnière de la transition énergétique, avec les discussions et l'élaboration sous nos yeux d'un nouveau dispositif dont on va vous parler plus en détail. Et nous, chez Texial, cette accélération, ça nous va vraiment bien, parce que d'abord c'est notre cœur de métier. Et puis on veut continuer à jouer un rôle très actif dans cette accélération et dans cette transition énergétique. Alors peut-être avant de passer au sujet, peut-être quelques mots sur Texial. Vous ne nous connaissez pas tous. Rapidement, Texial est une société de services qui accompagne depuis maintenant plus de 30 ans les particuliers, les collectivités territoriales, les entreprises dans leurs projets de rénovation énergétique et d'efficacité énergétique, avec la volonté d'accompagner les Français de bout en bout dans leur projet, depuis l'audit, le diagnostic, jusqu'au contrôle des travaux. Alors on est près de 300 collaborateurs, des experts réglementaires, des experts techniques qui accompagnent les Français dans leurs projets au quotidien. On est délégataire de C2E, et puis on est aussi mandataire de l'ANA pour ma prime rénov'. Alors passons au cœur du sujet. Avec Alice, on voudrait vous passer en revue le sujet de la rénovation multitravaux. Alors, vous avez entendu parler de la rénovation globale, de la rénovation complète, de la rénovation performante, de la rénovation multigeste,
monogeste, franchement, on est un peu perdu. Donc nous, on a choisi de retenir cette notion de rénovation multi-travaux. Et on va vous dire en quoi ça consiste, pour qui, comment, à quel prix. En 4 temps, hein, on va faire un état de la situation, où est-ce qu'on en est de la rénovation énergétique en France. Et puis concrètement, de quoi on parle. Ensuite, Alice vous fera un décryptage de ce qui se passe en ce moment en matière réglementaire et législative. Et puis on voudrait finir en échangeant sur des solutions, des réflexions qu'on voudrait, qu'on pense être importantes, et même la clé de la réussite du nouveau dispositif pour atteindre les objectifs qu'on vient de voir. Alors sans plus attendre, donc je vous redonne rapidement ces objectifs. Vous aurez tous les chiffres dans le dossier. On va pas tous les passer en revue, mais 2 objectifs qui se combinent: la neutralité carbone, pour l'atteindre en termes de bâtiments, l'objectif est de faire passer l'ensemble des logements français au niveau BBC, donc c'est bâtiment basse consommation, qui correspond aux 2 premières lettres du diagnostic de performance énergétique que vous avez sous les yeux, les A et B. Et puis l'autre objectif, qui est l'éradication des passoires thermiques, on en entend beaucoup parler. Les passoires thermiques, c'est les 2 lettres extrêmes du bas, F et G. Quand cet objectif avait été fixé, il y avait 7 millions en 2013 de passoires thermiques. On est actuellement à 4,8 millions de passoires énergétiques en France. Et vous voyez que l'objectif le chemin est encore long, puisque il y a encore 27 millions de logements à faire passer au niveau BBC, c'est-à-dire les lettres A et B, en ce moment en France. On est à un rythme malgré tout de 2 millions, un peu plus de 2 millions de logements qui sont rénovés sur une année complète. Ce sont les chiffres de 2019 en l'occurrence. Plus de 2 millions de Français ont rénové leur logement. Alors, vous voyez qu'on est loin du compte. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, et pourtant les Français sont prêts. Beaucoup d'entre eux sont même très volontaires pour faire de la rénovation, des travaux de rénovation énergétique. On avait partagé avec certains d'entre vous les chiffres de notre baromètre annuel, mon expert sur la rénovation énergétique. Encore une fois, sans tous les passer en revue, ce que ça montre, c'est que un Français sur 2 estime que la rénovation énergétique est une nécessité pour leur logement, et même plus d'un Français sur 2 pense qu'elle devrait être obligatoire, alors en particulier pour les bailleurs. Et puis, ce qui fait un peu, sans mauvais jeu de mots, ce qui fait un petit peu froid dans le dos, c'est que près d'un Français sur 2 aussi ont un sentiment de froid dans leur logement. Alors pourquoi est-ce que les Français ne passent pas à l'action? On a identifié 3 freins à ce passage à l'acte. Le premier est budgétaire. On a seulement un Français sur 5, on a moins d'un Français sur 5, pardon, qui a moins de 1 000 euros, pardon, je mélange les chiffres, qui n'a aucun budget pour faire les travaux de rénovation énergétique. Et plus frappant, un Français sur 2 a moins de 1 000 euros
pour faire des travaux de rénovation énergétique. On verra dans le détail les prix des travaux, vous connaissez les ordres de grandeur. Évidemment, on est loin du compte et on est loin des chiffres relatifs à la rénovation multitravaux qu'on verra en détail ensuite. Le deuxième frein qu'on a identifié, on en a déjà un peu parlé, c'est la complexité de la démarche. La très grande majorité des Français ne sont pas capables de citer une aide financière. Pourtant, il y a eu beaucoup de communication. 71% des Français ne sont pas capables de citer une aide financière. Et puis, la très grande majorité des Français estiment que c'est une démarche qui est très lourde et marquant aussi, pointe que c'est une démarche anxiogène. Donc, il y a cette notion d'anxiété qui est ressentie dans les projets de rénovation énergétique. Et troisième frein à la rénovation, concrètement, c'est la peur des éco-délinquants. C'est un secteur où il peut y avoir de la fraude. Et un Français sur 4 a peur de tomber sur un éco-délinquant pour leurs travaux de rénovation énergétique. Alors on parle depuis une dizaine de minutes de rénovation énergétique. Concrètement, de quoi on parle et combien ? La rénovation énergétique, ce sont des travaux et 6 opérations principales, donc 6 types de travaux principaux. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit qu'il y a 3 types de travaux qui ressortent du lot. C'est l'isolation de la toiture et des combles, le changement des équipements de chauffage et d'eau chaude, et puis le remplacement des fenêtres. Et pour chacun de ces 3 types de travaux, on a plus d'1 million, 1,2 million environ de Français qui les ont réalisés, chacun, sur une année pleine. Encore une fois, ce sont les chiffres 2019. Et pour revenir sur la notion de rénovation multitravaux, donc concrètement, une rénovation peut se faire avec un travaux unique. Elle peut aussi être réalisée avec plusieurs travaux combinés en même temps. Et c'est là qu'on parle de rénovation multitravaux. Concrètement, comment ça a été réalisé? Vous voyez que encore très peu de Français font de la rénovation multitravaux, puisque 15% seulement des Français qui ont déjà fait des travaux, c'est pas 15% des Français, hein, c'est 15% des Français qui ont fait des travaux, les 2 millions dont on parlait tout à l'heure, ont réalisé 4 types de travaux ou plus. Et un Français sur 2, de ceux qui ont déjà réalisé des travaux, n'ont fait qu'une opération. Alors, pour resituer par rapport aux objectifs qu'on voyait tout à l'heure, pour atteindre le niveau BBC de tous les logements en France en 2050, il faudrait en faire passer dans les catégories A et B 1 million par an. Pour éradiquer, pour supprimer les passoires énergétiques, il faudrait supprimer 700 000 passoires énergétiques par an. Et on est très loin du compte. En l'occurrence, les travaux qui ont été réalisés n'ont produit qu'un gain énergétique très faible, hein, de 7%. Peut-être parce que les opérations se sont faites
les opérations multi-travaux ont été rares, enfin pas suffisantes. Et c'est pour ça qu'il faut accélérer. Et le nouveau dispositif qui est en train d'être revu intègre cette dimension d'opération multi-travaux. Et je vais passer la parole à Alice qui va vous faire un décryptage de ce qui est en train d'être discuté au niveau législatif et réglementaire. Merci Jean-Baptiste. Effectivement, face à ce constat que le rythme finalement des rénovations n'est pas assez soutenu, les citoyens réunis lors de la Convention citoyenne pour le climat, l'exécutif, le législatif en ce moment avec le projet de loi climat et résilience se sont véritablement emparés du sujet de la rénovation énergétique. Ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. On l'a vu par exemple avec le plan France Relance qui a fait la part belle à la rénovation énergétique. Et on le voit, comme je le disais à l'instant, avec le projet de loi climat et résilience qui va jusqu'à consacrer un titre entier à la rénovation énergétique. C'est le titre « Se loger ». Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les aides à la rénovation énergétique se concentrent principalement sur les aides par opération. Une aide pour isoler ses combles, une aide pour isoler son plancher, une aide pour changer ses fenêtres, une aide pour changer son système de chauffage. Donc demain, l'objectif et la volonté des pouvoirs publics et des parlementaires est bien de promouvoir cette rénovation multitravaux, comme l'expliquait Jean-Baptiste. Et donc pour rappel, la rénovation multitravaux cache pas mal de terminologie derrière. Donc on a voulu parler de rénovation multitravaux. Derrière, on aura les termes de rénovation performante, globale. Vous avez peut-être aussi entendu parler de la rénovation complète. Donc, ce que je vous propose, c'est de s'attarder quelques minutes sur où en sont les discussions des parlementaires. C'est vraiment en ce moment même. Probablement que le titre « Se loger » sera examiné par le Sénat début de semaine prochaine. Donc, on en saura un peu plus. Mais voilà l'état de l'art. Alors là, accrochez-vous parce que ça devient un petit peu technique. Donc, qu'est-ce qu'une rénovation performante? Et vous verrez, les législateurs veulent mettre la barre très très haut, peut-être un peu trop haut. Une rénovation performante s'accompagne d'une obligation de résultat. Il faut, à minima, atteindre l'étiquette B du DPE. Donc BAB, pour rappel, c'est l'équivalent des bâtiments basse consommation. Mais aussi, à l'issue des travaux, avoir réalisé un gain de 2 classes. Donc, conditions cumulatives. Là où ça devient encore un peu plus technique, c'est que le législateur a quand même eu en tête des situations de ménages qui seraient dans des maisons ou des logements en copropriété passoires thermiques, donc au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire classés F ou G. Donc, pour ces cas-là, ils estiment, à raison, que ça peut être très compliqué d'arriver dans les plus hautes étiquettes, A ou B. Donc, pour ces cas-là, la seule obligation de passer à un saut de 2 classes vaudrait atteinte de la performance pouvant donner lieu à des aides de l'État. Sauf que, dans ce cas-là, c'est pas moins de 6 postes de travaux qui doivent obligatoirement être réalisés. Et l'on verra un tout petit peu plus tard, 6 postes de travaux, ça représente un coût très élevé, peut-être même rédhibitoire pour un certain nombre de Français. Pour finir sur où on en est des discussions législatives sur ce sujet en particulier, le législateur voudrait aussi ajouter un cran dans l'ambition, ce serait la rénovation globale. Une rénovation globale, ce serait quoi? Ce serait une rénovation performante, mais dans tous les cas, on est obligé de réaliser les 6 postes de travaux. Donc on le voit, la barre est très très haut. Merci Jean-Baptiste. Petit point, en fait, cette rénovation multitravaux, les Français ne seraient pas laissés à l'abandon pour réaliser leurs travaux. C'est le fameux accompagnement de A à Z dont on a beaucoup entendu parler. Je pense notamment au rapport Sichel qui est sorti il y a quelques mois. Première étape essentielle de cet accompagnement de A à Z, c'est l'audit. Comment savoir quel type de travaux je dois conduire et quel coût ces travaux vont avoir s'il n'y a pas quelqu'un qui vient sur place, dans mon logement, un cabinet d'audit, me dire, voilà, nous, aujourd'hui, vous consommez tant, on vous propose demain que vous consommiez tant, sur base de
tel type de travaux et ça va vous coûter tant. Et cette notion de coût est vraiment fondamentale. À nouveau, on y reviendra un peu plus tard. Et puis à la toute fin de la chaîne de valeur, dans cet accompagnement de A à Z, il y a cette nouveauté, en tout cas cette tendance à de plus en plus contrôler sur site les opérations qui ont été conduites. Et ça, évidemment, ça répond à cette problématique qu'on a tous en tête, qui est celle de la lutte contre la fraude, la malfaçon, l'écodélinquance. Et le contrôle est fait par un bureau de contrôle qui est agréé par l'État et totalement indépendant à la fois du cabinet d'audit, mais aussi des entreprises qui ont réalisé les travaux. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder des simulations qu'on a faites qui montrent qu'est-ce qui se passera demain si on applique tel quel les critères dont je vous parlais, et notamment le fait de devoir obligatoirement réaliser 6 postes de travaux. Avant ça, petit rappel, mais je pense que tous ici, vous avez bien ça en tête, il y a 2 grands types d'aides qui sont cumulables, les certificats d'économie d'énergie et les aides de l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat. La plus connue d'entre elles étant évidemment MaPrimeRénov', mais on peut penser à d'autres aides de l'ANA, type Habiter mieux. Donc voilà, je vous parlais de projection. Les chiffres en rouge, ce sont les restes à charge. Reste à charge, c'est quoi? C'est ce qui va rester à la charge financière du propriétaire qui souhaite conduire les travaux une fois les aides que je viens de présenter déduites. Je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes. 40 500 euros, 36 600 euros, 41 100 euros, on peut assez aisément comprendre que pour une majorité de Français, ça va être très compliqué. Si les critères sont appliqués tels quels, les fameux 6 postes de travaux à conduire obligatoirement. Et pourtant, on y est. C'est-à-dire que là, on a pris à chaque fois l'exemple de famille, un foyer de 4 personnes qui vit dans une maison de 100 mètres carrés. On a pris des exemples un peu partout en France, et qui loge dans une passoire thermique, classée F. Grâce à la conduite de tous ces travaux, le ménage atteindrait un gain énergétique de 74%. Donc ça, c'est super. Sa facture énergétique va être réduite d'autant. Et il arrive en B. Il vient BBC. C'est très bien. Sauf que ça ne se fera pas. Ça se fera pas. Je prends juste l'exemple de la famille de Thomas. Thomas, sa famille, elle est considérée comme ayant des revenus modestes. Revenus modestes, ça veut dire qu'il gagne moins que le reste à charge de 40 500 euros. Il gagne moins par an que ce reste à charge. Donc, notre constat, il est sans appel. Nous avons cette crainte, finalement, que de trop nombreux Français soient exclus de cette rénovation multitravaux, qui pourtant, on en est fortement convaincu, est la rénovation du futur pour arriver à atteindre les objectifs climatiques et de réduction de la consommation énergétique en France. Donc, il y a probablement un juste milieu à trouver entre les restes à charge à 1 euro, les fameuses offres à 1 euro qui ont été décriées un temps, et puis un reste à charge de 40 500 euros. Et pour ça, chez Texial, on a quelques recommandations simples et de bon sens qu'on voudrait vous exposer. Et je te rends la parole, Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Alice. Le micro est branché, oui, merci. Oui, alors, parce qu'au-delà de l'ambition, au-delà des objectifs, ce qu'il faut, c'est que le nouveau dispositif soit réaliste, soit pragmatique et que ça fonctionne. Donc on vient de voir avec les chiffres que nous a présenté Alice que beaucoup de Français seraient exclus, c'est même assez rédhibitoire. Et puis on a parlé des freins qui existent aussi. Donc on voudrait partager avec vous, et on porte aussi ces solutions auprès des pouvoirs publics, des recommandations, des propositions qui viennent d'expériences au contact du terrain, et qui sont vraiment des retours, des ressentis, des vécus des Français. Alors, on a 5 propositions à faire, à échanger avec vous. D'abord, il faut que la rénovation soit massive,
et pour tous. On vient de voir que les restes à charge sont à un niveau rédhibitoire. Je vous rappelle le prix moyen d'une maison neuve en France est autour de 200 000 €. Un reste à charge, les restes à charge qu'on a vus représentent un quart du prix d'une maison neuve en moyenne. Comme le disait Alice, en l'état, ça ne se fera pas. En tout cas, on est assez pessimiste. Malgré toute la bonne volonté des Français et des acteurs. Donc ce qu'on propose ici, c'est que les aides soient plus importantes, que les aides soient relevées, et ce pour toutes les catégories de Français, parce qu'on a vu avec les exemples que ce n'est pas uniquement les ménages modestes. Quand on dit modestes, c'est tous les Français qui seraient impactés. Donc une augmentation des aides. Deuxième recommandation, on pense que s'en tenir à une obligation de résultat, c'est suffisant. On a vu dans le détail du dispositif qui est en train d'être discuté qu'on introduit des obligations de moyens sur la durée, sur les sauts de classe, surtout sur le nombre minimum d'opérations. On pense qu'une obligation de résultat est suffisante, que ce soit un pourcentage de gains énergétiques ou que ce soit une atteinte des classes du DPE. Troisième recommandation, et c'est un peu pas le cœur du sujet, mais en tout cas c'est vraiment on pense, une des clés de la réussite. On pense que le nouveau dispositif devrait laisser le choix du nombre de travaux, du nombre de postes à réaliser. Pourquoi ? D'abord parce que vous le savez, chaque chantier, chaque logement est spécifique, chaque bilan énergétique est spécifique, donc il faut pouvoir prendre en compte toutes ces spécificités. Et puis surtout, dans le dispositif qui vous a été présenté, on voit que s'il y a un nombre minimum d'opérations qui est imposé, les Français qui ont déjà réalisé des travaux seraient mécaniquement exclus du nouveau dispositif des aides. Donc par an, c'est les 2,3 millions de Français dont on parlait tout à l'heure. Donc sur plusieurs années, ça fait évidemment beaucoup. Ces Français, ces foyers seraient exclus du dispositif tel qu'il est discuté en ce moment. Ensuite, et c'est très concret, mais encore une fois, on pense que c'est une des clés du succès. Vous savez, qui plus est pour des opérations multi-travaux, ce sont des chantiers qui durent longtemps, qui vont durer des mois, peut-être sur une ou deux années. On pense que les aides devraient être libérées par étapes, et en tout cas au fil des principales étapes du chantier. Et puis enfin, et ça rejoint un des freins dont on a parlé tout à l'heure, qui est celui de l'anxiété, et puis de la crainte ou de la peur d'avoir en face de soi, quand on fait des travaux, ce qu'on appelle les éco-délinquants. On pense que les Français doivent pouvoir
faire appel à des professionnels qui sont qualifiés, et qui sont reconnus, de telle sorte de faire, vu les ordres de grandeur qu'on a vus, c'est des opérations qui sont importantes dans la vie d'un ménage. Il faut que ça puisse être fait sereinement, sans crainte, et surtout, encore une fois, pas d'angoisse, dans la sérénité. Alors, notre proposition, elle est très concrète ici, et on est très content de pouvoir vous annoncer qu'on a lancé une charte d'engagement professionnel. Et c'est une première dans le monde des C2E. Et je vais laisser la parole à Jean-Dominique Masseron, qui va vous expliquer en détail de quoi il s'agit. Merci Jean-Baptiste. En effet, ça a été démontré tout à l'heure, l'un des freins, c'est l'aspect anxiogène des travaux. Et c'est pour ça que Texial se devait d'apporter une réponse à cette problématique. Et cette réponse, elle vient pour à la fois rassurer les particuliers, mais aussi les accompagner dans les travaux de performance énergétique, et ce, en supprimant les éco-délinquants. Alors, cette charte est une première à plusieurs titres. Déjà, c'est une première dans le domaine des C2E. Il n'existait pas de charte avant. C'est aussi une première parce que cette charte, elle a été partagée avec des organismes professionnels, et en particulier l'Union des métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie, qui est rattachée à la Fédération française du bâtiment, et dont son vice-président vous dira deux mots dans quelques instants. Alors, comment fonctionne cette charte ? Cette charte, ce sont des artisans qui s'engagent, et qui s'engagent en signant cette charte. Ce n'est pas une charte comme les autres, comme il y en a beaucoup. C'est une charte qui est associée à toute une série de contrôles. Alors, les contrôles se font à plusieurs niveaux. Lorsque un artisan rejoint le réseau Texial, eh bien, on commence par faire une analyse et des contrôles documentaires. Prendre un exemple. Est-ce que l'entreprise est bien RGE? Est-ce que l'entreprise est bien assurée? Peut apporter la garantie décennale, etc., etc. C'est aussi le suivi et les contrôles de chantier. Des chantiers qui seront, comme l'on dit dans notre jargon, cofraqués, donc avec une analyse a posteriori du chantier par un organisme certifié. Mais c'est aussi des contrôles qui vont avoir lieu durant toute la durée du partenariat. Des contrôles qui vont porter sur le respect de la charte et de l'ensemble des points de la charte. Et Texial, nous nous engageons à sortir de notre réseau les artisans qui ne joueraient pas le jeu, qui ne respecteraient pas l'entièreté de cette charte. Alors, si on vient sur le contenu de cette charte, il y a 8 thématiques. Et donc, on va les passer rapidement en revue. La première thématique, c'est la thématique administrative. Et là, l'artisan s'engage à transmettre toutes les informations, tous les documents légaux qui permettent de vérifier la conformité des travaux et de pouvoir verser les aides. Au sujet de la qualité, l'artisan s'engage, par exemple, à intervenir dans les 10 jours s'il y a eu des non-conformités relevées sur un chantier. En termes d'image, l'artisan s'engage à présenter le rôle et les missions de Texial et porter des réponses rapides aux particuliers. Au niveau du conseil, l'artisan s'engage à avoir une approche pédagogique vis-à-vis du particulier, à l'accompagner dans sa démarche.
En termes de sécurité, l'artisan s'engage à respecter des normes de sécurité de chantier de ses collaborateurs, mais aussi, évidemment, des occupants du logement. En termes de formation, l'artisan s'engage à former l'ensemble de ses collaborateurs sur différents sujets, la législation en cours, les règles de l'art, les matériaux biosourcés. En termes d'environnement, les artisans s'engagent à avoir, à titre d'exemple, une bonne gestion des déchets de chantier. Et enfin, et ce n'est pas le moindre des sujets, en termes d'éthique, l'artisan s'engage à respecter tout ce qui est droit humain au sens large. Donc voilà ce que contient cette charte. Encore une fois, c'est une charte qui impose de nombreux contrôles tout au long du partenariat que nous pourrons avoir. Et si vous le permettez, je vais passer la parole à M. Housset, donc, qui est premier vice-président de l'UMGCCP, qui va vous parler brièvement des bénéfices d'une telle charte pour ses adhérents et de l'intérêt des contrôles réguliers qui sont effectués. Monsieur Housset, je vous passe le micro. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pascal Housset, effectivement premier vice-président à l'UMCP, donc en charge du génie climatique, plus précisément et énergétique, au sein de la Fédération française du bâtiment. Donc effectivement, aujourd'hui, le secteur doit tendre vers ces solutions qui valorisent le professionnalisme des acteurs du BTP et permettent ainsi, on l'a vu, de rassurer les particuliers. Mais aussi, cette charte, elle permet de lutter contre la fraude et d'évincer les éco-délinquants, en assurant une sélection des professionnels du BTP adhérant à cette charte d'engagement et apportant une meilleure lisibilité et sécurité du marché. L'UMCP ne peut que se féliciter de cette charte nécessaire au secteur pour mettre en avant le talent de nos entreprises et artisans. Voilà, donc un grand merci en tout cas à cette démarche qui va dans le bon sens et pour laquelle à la Fédération française du bâtiment, nous adhérons totalement pour aller en ce sens. Merci beaucoup, monsieur Housset. Merci à vous. On m'entend mieux comme ça. Je repasse la parole à Jean-Baptiste qui va synthétiser nos échanges. Enfin, synthétiser, c'est un grand mot, puisque le ton des questions est arrivé. Donc, vous avez un petit récapitulatif des principales propositions que nous faisons chez Texial. Et puis maintenant, je voudrais qu'on échange, qu'on ait vos réactions. Et puis, on est là pour répondre à toutes vos questions. Et il y aura des questions à distance aussi. J'ai pas compris, ces rénovations globales ou multitravaux vont devenir obligatoires. Et d'autre part, dans vos exemples, comment se fait-il que le ménage le plus modeste ait moins d'aide que celui du milieu? Et sur la charte, est-ce qu'elle implique aussi les autres délégataires et mandataires? Est-ce qu'il y a déjà des artisans qui sont adhérents à cette charte? Parce que déjà, trouver un artisan RGE, c'est pas facile. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas d'artisans. Puis, il y a bien sûr les éco-délinquants, mais il y a surtout aussi les malfaçons. Hein. C'est presque le risque le plus grand. Voilà. Bon, merci de grandes questions. Peut-être pour la première, je vais te passer la parole, Alice, sur
les contradictions qu'on a aussi fait ressortir du nouveau dispositif. Je trouve vos deux premières questions, effectivement, enfin toutes, hein, mais les deux premières en tout cas auxquelles je vais tenter de répondre, très pertinentes. Alors la première, est-ce que les rénovations multitravaux sont obligatoires? Pas exactement, pas directement en tout cas. Ce qui est en train de se profiler dans le cadre des débats sur le projet de loi climat et résilience, c'est qu'il y aurait une interdiction faite aux bailleurs de louer leur logement qui serait considéré comme indécent. Donc indécent, 2025-2028, ça va correspondre aux étiquettes les plus basses, F et G. Mais après, il n'y a pas d'obligation. Les pouvoirs publics, le législateur n'ont pas fait ce choix. Certains le regrettent, d'autres pas. Voilà, nous, on n'est pas là pour prendre position. On est là pour accompagner les Français dans leur choix. Sur votre deuxième question... Oui, alors, effectivement. Quand on a fait nos simulations, on est arrivé à ce résultat qu'on a vérifié, revérifié. Les plus modestes bénéficient d'aides qui ne sont pas le cumul certificat d'économie d'énergie et MaPrimeRénov', mais c'est une autre aide qui dépend directement de l'ANA. De fait, ils bénéficient de moins d'aides. Leur reste à charge est plus élevé. Et c'est une contradiction qu'on a relevée, que vous relevez, qu'on devrait tous relever. Ils ont alors l'équivalent de MaPrimeRénov', mais qui ne s'appelle pas MaPrimeRénov'. C'est un programme qui dépend de l'ANA, de l'Agence nationale de l'habitat, qui s'appelle Habiter mieux. Et de fait, ils ont moins d'aide. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, c'est pas satisfaisant. Nous, après, c'est pas nous qui faisons les aides. Hein. Voilà. Et puis peut-être ce qu'il faut dire, c'est que c'est la situation actuelle, c'est-à-dire qu'un certain nombre de choses, entre autres par règlement, seront définies et sans doute préciseront le dispositif. Mais en tout cas, en l'état, c'est la situation. Et Jean-Dominique, sur la charte, peut-être. Oui, pour répondre sur votre interrogation concernant la charte, alors, cette charte, elle a été finalisée et publiée il y a quelques jours. C'est une charte textiale. En échangeant avec les formations professionnelles des artisans, et en particulier avec l'UMGCCP, Texial a voulu lancer cette première charte. Bien entendu, cette charte n'a pas vocation à rester une charte Texial, mais à être portée par l'ensemble de la profession, par tous ceux qui le souhaitent. Voilà, notre volonté est de l'ouvrir à tous. Il n'y a pas de droit d'auteur de Texial dessus. Vous avez discuté avec eux ? Alors, nous avons échangé avec plusieurs formations professionnelles et nous allons commencer les échanges avec notre association professionnelle qui s'appelle le GPC2E pour transformer cette charte Texial en charte profession. Monsieur Housset ? Oui, si je peux me permettre, je voulais juste apporter une petite réponse sur la réflexion effectivement de la difficulté de trouver des entreprises. Alors, il faut quand même être optimiste. Pourquoi ? Je rappelle quand même quelques chiffres qui sont importants pour aller en ce sens. Rappelons que les dossiers MaPrimeRénov' de l'année dernière, c'était 300 000 dossiers. Cette année, on va être sur 800 000 dossiers. Ça vous donne juste une petite idée quand même du nombre de ménages qui sont aidés par ces dispositifs. Et puis concernant le nombre d'entreprises RGE, un autre exemple. On parle beaucoup des pompes à chaleur. Rappelons qu'en 2016, il y avait 5000 entreprises Calipac. L'année dernière, nous en avions 7000. Et cette année, nous avons passé le cap de 10 000 entreprises. Donc ça montre quoi? C'est que les entreprises du bâtiment, et là je parle au sens large du terme, c'est l'ensemble des artisans, des TPE, PME du bâtiment, quel que soit leur OP, ont cette volonté de se qualifier, de monter en compétences et aller en ce sens. Donc c'est pour ça qu'il faut rester objectif et se dire qu'il y aura de plus en plus d'entreprises qui ont cette volonté
pour massifier, et c'est dans leur sens aussi de leur entreprise. Donc je dirais que les feux sont plutôt ouverts pour aller dans les bons chiffres. Et l'accompagnement et cette charte, elle est importante parce que massifier sans qualité, c'est aller dans le mur. Donc il faut massifier, oui, mais le faire de bonne manière. Et c'est pour ça que la charte Texial, elle a tout son sens. Merci. Oui, bonjour, Christian Pesset, donc Réno Info Maison et émission La Maison de Christian. Sur la liste que je vois là, 4 des premiers items, comme on dit, sont des vœux. Mais il ne faudrait pas que ce soit des vœux pieux. Donc, quels sont les moyens que vous donnez pour la discussion avec les pouvoirs publics et avec les élus? Parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'élus qui en sont certainement convaincus, mais donc quelle sera votre méthode là-dessus? Et quant à la charte elle-même, je trouve que c'est vraiment très bien, parce qu'il y a très longtemps que le public pourrait attendre cela. Ceci étant, comment comptez-vous procéder au contrôle? Parce que c'est toujours la problématique majeure. Alors, on sait que déjà, les grandes organisations professionnelles, nous avons là un représentant de la FFB, et puis on pourra en avoir un poser la même question à la CAPEB. Et surtout, comment vous comptez sortir les défaillants, je ne vais pas dire les éco-délinquants, mais les défaillants? Parce que si c'était si facile que ça, je pense que la CAPEB et la FFB en sortiraient pas mal chaque année. Donc juridiquement, c'est pas aussi simple, je pense, que de prétendre pouvoir sortir donc les mauvais, les brebis galeuses ou les moutons noirs. Voilà. Merci. Sur le premier point, je vais repasser la parole à Alice. Effectivement, c'est des solutions qu'on porte auprès des pouvoirs publics en ce moment. Alice va vous dire un peu comment ça se passe. Oui, tout à fait. Ce qu'on vous dit là, on le dit aussi aux pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, ça va être les cabinets ministériels, et évidemment en ce moment beaucoup aussi les parlementaires, dans le cadre de leur examen du projet de loi climat et résilience. Pour nous, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après, il ne faut pas négliger aussi qu'on est dans des débats politiques. On est dans des débats politiques avec la tentation de beaucoup de mettre un niveau très haut d'ambition. Et parfois, malheureusement, ça va se faire au détriment de la réalité du terrain. Et c'est là où Texial et d'autres acteurs du terrain ont toute leur place pour essayer de convaincre, donner les bons chiffres, voilà, pour dire qu'il y a sûrement un juste milieu entre cette course à l'ambition et puis la faisabilité sur le terrain. Trouver ce juste milieu pour que les choses se fassent, en fait, pour que la rénovation multitravaux se fasse dans les années à venir. Sur la charte, Jean-Dominique, je te passe la parole. Oui, merci Alice. Alors, contrôle. Toute la chaîne est contrôlée dans le processus de Texial. Il y a des contrôles de premier niveau lorsque il y a l'embarquement d'un nouvel artisan. On se réserve la possibilité aussi de faire des audits chez l'artisan. Lorsqu'un dossier nous est transmis, le dossier est épluché une première fois. En cas de non-conformité, il repart chez l'artisan pour correction. Puis le dossier est contrôlé par une deuxième équipe, de façon à s'assurer de la conformité. Et enfin, il y a des contrôles, ce qu'on appelle les contrôles in situ. Donc ce sont des contrôles COFRAC qui sont faits sur site pour vérifier que les règles de l'art et l'ensemble de la régulation autour des travaux a été respecté. Alors, effectivement, comment sortir un mauvais artisan? Il y en a de moins en moins, heureusement, mais et surtout pouvoir sortir les éco-délinquants. Eh bien, cette charte, elle va faire partie intégrante du contrat que nous passons avec eux. Et à partir du moment où il y a non-respect du contrat,
on a la possibilité de le casser. Et nous n'hésiterons pas à le faire. Christian, je pense que j'ai répondu à votre question. En ligne. Alors c'est une question. Le micro peut-être. Ouais, on n'entend plus. Isabelle, on ne t'entend pas. Comme ceci. Voilà. Je le colle. C'est pas très connu. Donc, concernant la définition de la rénovation globale, performante, multitravaux, la logique des 6 postes des travaux n'est-elle pas que les 6 postes soient traités systématiquement, simultanément, au cours d'une rénovation performante, et si un poste a déjà été traité quelques années auparavant, il ne serait pas nécessaire d'y retoucher. Donc ça, c'est sa première question. Il y en a une deuxième ensuite, je vous la poserai. Voilà. Qui souhaite répondre? Ouais, je peux répondre. En l'état des discussions, attendez, ça sera plus confortable. En l'état des discussions, les 6 postes pourraient être imposés systématiquement. Et c'est justement la grande difficulté qu'on pointe d'abord pour tous les Français qui auraient déjà exécuté des travaux, qui en seraient exclus. Et puis surtout, on trouve que ça manque un peu peut-être de pragmatisme, puisque encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, chaque situation énergétique dans les logements sont différentes, et on peut imaginer atteindre une étiquette A ou B en réalisant un nombre de postes plus limité que 6 postes. Je crois que toutes les situations doivent être étudiées, mais ce qui est important, c'est le résultat. Alors, il y a une seconde question. Étienne nous dira, il est online, si Jean-Baptiste, on a bien répondu à cette première question. Et par ailleurs, la définition devrait plutôt atterrir, comme le souhaite le gouvernement, sur les étiquettes A, B ou C, après la commission mixte paritaire. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette inclusion de l'étiquette C? N'est-ce pas en contradiction avec les objectifs nationaux? Oui, sur la commission paritaire. Effectivement, là, on est en plein dans cette période, comme c'est très justement souligné, où on attend quand même. Attendons quand même ce que le Sénat aura décidé sur le titre Se loger. Comme je le disais, ça devrait intervenir probablement début de la semaine prochaine. À la suite de quoi, les deux chambres vont devoir se mettre d'accord. Soit elles y arrivent en commission mixte paritaire, soit pas, donc on passe en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Alors, je ne vois pas de contradiction. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est BBC en 2050. C'est pas BBC en 2028. Donc pourquoi pas faire en plusieurs étapes? Une passoire thermique classée G, si elle arrive déjà à une étiquette C, et j'ai même envie de vous dire à une étiquette D, on pourra s'estimer collectivement satisfait. Et l'étape d'après, je sais pas, imaginons 2040, ce même logement passerait en étiquette B. Faisons par étapes, plutôt que pas faire du tout. Alors, il y a encore une question. Cette fois-ci, c'est une question d'Anne-Catherine Petit de Bâtirama. Concernant les artisans signataires de la charte, quel pourcentage des chantiers réalisés sera contrôlé in situ et les artisans seront-ils notés? Et si oui, cette note sera-t-elle rendue publique? Alors, c'est une excellente question. Pourcentage de chantiers contrôlés. Alors, il y a des pourcentages obligatoires de contrôle de chantier qui sont, selon les cas, de 5 à 15%.
La volonté de Texial, c'est d'aller bien au-delà et de faire en sus des contrôles obligatoires, des contrôles aléatoires. Mais aussi, c'est lorsque un nouvel artisan nous rejoint, c'est de vérifier ses premiers chantiers. Donc vraiment d'aller faire plus que ce que nous oblige la législation. Sur le deuxième point, qui était, Isabelle ? Alors, les artisans seront-ils notés? Sur la notation. Oui, cette note sera-t-elle rendue publique? Alors, ça, il existe beaucoup de systèmes de notation sur Internet avec des résultats plus ou moins probants et qui ne sont pas forcément gages de sérieux pour tous. C'est difficile parce que lorsqu'un client de ces artisans donne une note, généralement ce sont les personnes mécontentes. Les personnes contentes ont tendance à ne pas le dire. C'est dommage. Et donc on est un petit peu méfiant sur le sujet. Évidemment, lorsque l'on a des retours négatifs avec un artisan, on prend contact avec lui et on s'explique que s'est-il passé, de façon à aussi l'accompagner vers la performance de ses chantiers, de ses travaux, pour le faire monter en compétences. Pour le moment, la notation est un sujet assez délicat, puisque la législation aussi autour de cela n'est pas forcément très claire, pas forcément facile à appréhender. Il y a des questions. Oui, Christian Pesseret, votre réflexion là vaut surtout pour l'habitat individuel. Est-ce qu'elle est également portée vers le collectif où la difficulté semble énorme? Moi, il m'a été signalé un cas récemment d'une résidence extrêmement bien entretenue, dont toutes les fenêtres sont à double vitrage, comptage individualisé, donc des charges de chauffage, une chaudière gaz collective performante. Et malgré tout, la classification du DPE amène ces logements en E. Et donc, quelle est la marge de manœuvre? Bon, isolation thermique par l'extérieur, mais au-delà de cela, on s'interroge sur les millions de logements aussi donc, dans le collectif. Quelle est votre interprétation du sujet? Alors, nos recommandations visent les deux secteurs, mais effectivement, et c'est une très bonne question, les difficultés sont plus importantes pour le collectif. D'abord parce que dans le collectif, il y a une part aussi importante de location. Alors, ces recommandations, elles valent pour les deux. Elles seront sans doute plus difficiles à mettre en œuvre pour le collectif. Et je pense que, alors, dans le dispositif qui est à l'étude, il y a une partie des mesures qui visent le collectif, avec, c'est encore en discussion, mais avec des objectifs de performance qui sont peut-être un petit peu en dessous. Et ce qu'on comprend, c'est que les aides seront adaptées à ce secteur. Et en tout cas, nos recommandations visent les deux. Pour le collectif, les mesures nous semblent devoir être encore adaptées par le dispositif. Absolument, tout ça ne joue que pour les résidences principales. Absolument. Le collectif, c'est quand même 40% des logements. Les résidences secondaires, c'est 10%. Il reste les maisons en résidence principale. Ça fait à peine la moitié du parc. Oui.
on est d'accord que le collectif est pour partie le sujet. Alors, il n'est pas laissé de côté dans le dispositif. Les mesures seront adaptées, mais on n'est pas certain qu'on réponde spécifiquement sur le sujet. Tu veux peut-être préciser s'il y a des débats Oui, ce que vous dites est très juste. S'agissant du résidentiel collectif, des copropriétés, aujourd'hui, il y a une règle qui veut qu'on ne puisse octroyer, que l'État ne puisse octroyer MaPrimeRénov' copro que si le logement est occupé à près de 3/4 en résidence, que les propriétaires habitent dans le logement. Peut-être qu'il faudrait penser à, toujours de façon pragmatique, revoir cette règle, très concrètement. Oui, c'est ça. En fait, il faut que les bailleurs soient occupants. 70% des bailleurs doivent être occupants pour que MaPrimeRénov' soit octroyée au logement. Oui. Les propriétaires occupants. Vous faites bien de me corriger. Dans les immeubles collectifs, il y a 30% de bailleurs. Exactement. Donc, ce que je dis, c'est que ce critère qui veut qu'il faut qu'il y ait une majorité de bailleurs qui soient de fait des propriétaires occupants, et qui ne louent pas leur logement, soit probablement revu à la baisse. Est-ce que c'est plus clair ? Vous n'utilisez pas le terme bailleur, ça veut dire qui donne en location. Alors, des propriétaires occupants. Voilà. Mais dans la réalité, il y a une moyenne de 30% de location dans les immeubles. Donc, on ne peut pas imposer qu'il y ait 3/4 des occupants. Dans ces cas-là, vous éliminez 90% des immeubles. On est d'accord. Et c'est bien le critère. C'est pas le critère que nous, on propose. C'est le critère qui est aujourd'hui dans les textes réglementaires. Plus, il peut y avoir quand même dans des immeubles des résidences secondaires. En plus, vous avez raison. Toutes les résidences de vacances, tout ça, c'est du collectif secondaire. Oui. On est bien dans ce qu'on pointait du doigt, l'exclusion de fait de beaucoup de Français pour différentes raisons. Des raisons de revenus, des raisons de capacité financière, des raisons de résidence principale, occupée, secondaire, etc. Et puis peut-être sur ce point aussi, quand on parlait d'obligation de moyens, il y a aussi la durée des travaux qui est encore plus longue avec tout le processus d'accord sur les travaux en copropriété. Et là, actuellement, il y a une catégorie de travaux et donc d'aides qui serait limitée dans le temps. Donc il faut aussi prendre en compte et assouplir sans doute cette contrainte sur la durée des travaux pour le collectif. S'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on s'en tienne là. Je vous remercie beaucoup pour l'échange. C'était encore une fois un vrai plaisir et un plaisir de vous voir physiquement et puis d'échanger à distance. Merci encore, à bientôt.